Alors, on va faire défiler, je vais essayer d'être concret, de façon à ce que je raconte ce matin soit directement utilisable par nous tous. Donc, à partir de maintenant, à chaque nouvelle diapo, là, j'espère qu'elle va vous donner un certain nombre de moyens, non seulement de piger comment ils fonctionnent par rapport à notre propre fonctionnement, puisque je vais mettre en perspective à chaque fois nous et eux, hier, aujourd'hui. Hein, hier, c'est nous. Et à chaque fois, ça nous donne une idée, je crois, en tout cas, le travail que je fais dans l'espace éducatif et l'éducation spécialisée, éducation nationale, semble tout à fait porteur de pratiques nouvelles. Et les gens qui le font en sont, me semble-t-il, enchantés. Alors, l'identité, pourquoi commencer par là? Tout simplement parce que l'identité, c'est un organe. Quand quelqu'un perd son identité, il meurt. Pour de vrai. Hein, c'est-à-dire, une attaque identitaire, c'est une attaque contre laquelle on ne peut pas faire autrement que se défendre. Et si on ne peut pas se défendre, on tombe malade. Ça, on en a des exemples, malheureusement, tous les jours. Hein, France Télécom est un des champions de l'attaque identitaire, et on voit que ça rend malade, ça mène au suicide. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout à négliger, hein, penser que nos identités sont des organes. Et que si par leur comportement, les adolescents, les enfants d'aujourd'hui attaquent notre identité, il ne faut pas oublier que nous attaquons la leur de la même manière. Et que ça serait pas mal si on cessait de s'attaquer mutuellement sur ce plan-là. Alors nos identités à nous, elles sont appartenentielles. Ça veut dire quoi? C'est un peu du jargon, je vous prie de m'en excuser. Ça veut dire que nous, nos identités, c'est nos groupes d'appartenance qui nous les donnent. Enfin, ils nous les prêtent. À une condition, c'est qu'on pratique les rituels d'appartenance. Donc on a tous un certain nombre de groupes d'appartenance, et à l'intérieur de chacun de ces groupes, ces groupes nous délivrent une identité qui est celle de ce groupe. Et cette identité, elle se vérifie à travers un certain nombre de rituels qu'on pratique dans ce groupe. Si vous cessez de pratiquer les rituels de ce groupe, vous vous faites virer. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être sur des choses apparemment anodines. Hein. Je supervise depuis maintenant pas loin de 40 ans beaucoup d'équipes de toutes sortes, éducatives, soignantes, etc. Et j'ai vu des gens se faire virer d'une équipe simplement parce qu'ils avaient négligé d'aller au rituel du café. Quand le café est un rituel, celui ou celle qui n'y va pas, parce qu'il n'a pas pigé, il n'aime pas le café, il dit oh bah, allez-y au café, moi je finis, je suis en train de faire un petit rapport, là je vais continuer mon petit rapport pendant que vous allez au café. Les difficultés commencent à s'amener, c'est-à-dire que les gens que j'appelle les bergers du mythe de l'équipe commencent à taper fort. Et si la personne comprend, elle va au café, ben, tout s'arrête. Si elle ne comprend pas, les bergers vont taper, et finalement cette personne va se faire éjecter de manière extrêmement douloureuse de l'équipe. Donc ça c'est le côté un peu négatif de l'identité appartenantielle. Tous les espaces humains ont des côtés positifs et négatifs de toute façon. Hein. Je veux dire, tant qu'on pratique les rituels d'appartenance, c'est super bien parce qu'il fait bon chaud, on a l'impression de se comprendre, de pouvoir s'entraider à l'intérieur de chaque groupe d'appartenance. Mais si on néglige de pratiquer les rituels, les ennuis peuvent commencer. Alors, cette identité appartenantielle, elle fait nous des gens hétéronomes. Alors, on parle beaucoup d'autonomie, et on ne parle jamais de son contraire, qu'est l'hétéronomie. En fait, quand on parle d'autonomie, on pense que le contraire d'autonomie, c'est dépendance. Ben non. Non, le contraire de dépendance, c'est indépendance. J'insiste là-dessus parce qu'on peut être autonome et dépendant. On connaît tous des garçons et des filles autonomes, au sens où je vais le définir, et dépendants. Et puis on connaît des gens hétéronomes, c'est ce que nous sommes nous, et indépendants. Donc c'est deux niveaux distincts l'un de l'autre, qui peuvent se coupler de diverses manières. Hétéronome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va chercher nos savoirs, nos valeurs, en dehors de nous. On n'a pas la prétention de fabriquer nos savoirs et de fabriquer nos valeurs. Il y a des spécialistes du savoir, c'est les universitaires, vous avez tort de leur faire confiance d'ailleurs, et des spécialistes des valeurs,
ce sont les religieux et les philosophes. Et nous, on prend ce que ces gens-là nous apportent avec beaucoup de déférence et de respect. On essaie de surtout pas les déformer parce qu'on n'en est pas digne. Et nous nous laissons traverser par ces savoirs et ces valeurs. Cet espace appartenantiel, ça fait de nous aussi des gens en perpétuelle demande de reconnaissance. Je vais insister un peu là-dessus, ça nous permettra de mieux comprendre le pendant chez nos gamins mutants. On n'a pas très envie, c'est un petit peu humiliant de mesurer à quel point on est en demande de reconnaissance et jusqu'où on est prêt à aller pour l'obtenir. C'est-à-dire que ça nous nourrit, la reconnaissance d'un certain nombre de personnes dont on l'attend, cette reconnaissance. Et quand on n'obtient pas, on tombe malade. C'est quelque chose qui nourrit notre identité, la reconnaissance d'un certain nombre de personnes qu'on vise, qui sont celles dont on attend qu'elles nous l'offrent. On est légaliste au sens où la loi c'est un objet hétéronome, c'est écrit par les spécialistes de la loi. Ça nous vient du dehors et on se contente de l'appliquer. Et quand on ne l'applique pas, on sait qu'on ne l'applique pas, évidemment. Et notre univers est entièrement fondé sur l'idée que le collectif doit passer avant l'individu. Ça, c'est notre univers. Voilà, brièvement décrit notre univers identitaire. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé de manière assez radicale, je dois dire, à savoir que leur identité, eux, ils n'ont pas choisi. Nous, on n'a pas choisi d'être appartenantiels. En aucune manière, on a choisi. C'est un façonnement qui nous est imposé. Eux, ils ne choisissent pas d'avoir à fabriquer leur identité sur un mode individuel. Alors, ce n'est pas un scoop non plus. Ça fait quand même maintenant une bonne quinzaine d'années que les sociologues travaillent sur l'individualisation du monde. Il y a de très beaux bouquins là-dessus. Donc, ce n'est pas une surprise que tout d'un coup, dans cet espace de mutation, l'individualisation se radicalise et prenne une forme complètement à l'intérieur de chacun des enfants d'aujourd'hui. Eux, ils sont autonomes. Alors autonome, donc ça ne veut pas dire indépendant. Autonome, ça veut dire qu'eux, ils doivent fabriquer leur savoir et leurs valeurs. C'est pas si facile que ça, je pense. Mais c'est assez amusant de voir la façon dont ils le font. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jeter aux orties la totalité des savoirs et des valeurs que notre monde occidental a véhiculés depuis 2000 ans. Simplement, ils les remanient, ils n'ont plus aucun respect pour les mettre à penser, ce qui, de mon point de vue, est plutôt une bonne chose. Et ils les recombinent entre eux, ils y apportent leur grain de sel. Je vois mes étudiants, par exemple, je suis absolument enchanté de la manière dont ils fabriquent un savoir nouveau qui est beaucoup moins théorisant, stérile que parfois le nôtre, qui est beaucoup plus pragmatique. Donc eux, ils sont autonomes au sens où ils sont sommés au niveau sociétal de produire par eux-mêmes un certain nombre de savoirs et de valeurs. C'est ce qui me faisait dire que la morale fout le camp, mais que l'éthique est en train de se construire. La différence entre la morale, c'est un discours extérieur, c'est un discours hétéronome. L'éthique, c'est pas un discours, mon éthique se voit dans mes actes. Alors une éthique peut être détestable. Quand on parle d'éthique, nous on le voit toujours là au sommet. Non, il y a de mauvaises éthiques et de bonnes éthiques, évidemment. Et on ne peut pas tricher. Je ne peux pas tricher avec mon éthique parce qu'elle se voit dans mes actes et dans les résultats de mes actes. Wittgenstein en donnait une belle définition de l'éthique. Il disait, il est clair que l'éthique ne se laisse pas mettre en mots. Alors que la morale est un discours, évidemment. Alors autant nous avons un besoin de reconnaissance absolument vital, autant eux ont un besoin de visibilité tout aussi vital. C'est ce qui les rend si à l'aise sur les petites vidéos
J'étais très content que les organisateurs aient pensé à rendre visible toute cette joyeuse marmaille qu'on a vue ce matin. Hein, et je pense que c'était vraiment une bonne idée, hein, parce qu'ils travaillent pour nous et il n'y avait aucune raison de les laisser travailler dans l'obscurité. Hein. Donc ils ont un besoin de visibilité. La casquette que j'évoquais tout à l'heure, c'est un instrument de visibilité pour eux. Et moi je suis visible, moi j'existe. Hein, c'est-à-dire que mon sentiment d'existence est fonction de mon degré de sentiment de visibilité, tout comme chez nous. Notre sentiment d'existence est fonction du degré de reconnaissance que j'obtiens dans mes groupes d'appartenance. Alors eux, ils ne sont pas légalistes puisque la loi c'est un objet hétéronome, mais ils sont conformistes. Alors, le conformisme, c'est pas un cadeau parce que c'est plus compliqué que le légalisme. La loi, c'est quelque chose d'écrit, je sais quand je suis dans les clous, quand j'y suis pas. Être conforme, ça change tout le temps. Ça change tout le temps, et donc ça peut les mettre un peu à cran, hein, dans l'idée, parce que s'ils ne se sentent pas suffisamment conformes, ils perdent en visibilité, et ils perdent en estime d'eux-mêmes. Une des fragilités montantes à l'heure actuelle, si on parle de nouvelles fragilités, il y en a deux. Il y a les problèmes qu'on appelle d'estime de soi, hein, c'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui montrent une fragilité assez supérieure à la nôtre en matière de problèmes d'estime de soi. Et la deuxième fragilité, c'est celle du post-traumatisme. C'est-à-dire qu'on voit là deux problèmes, on voit dans nos consultations un nombre grandissant chez les enfants, adolescents et tout jeunes adultes, ces deux problèmes vraiment en grande quantité. On travaille dessus, évidemment. Et leur monde se construit autour de l'individu avant le collectif. Alors, autant de choses qui nous chagrinent, évidemment. Mais on va voir que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous qui sommes le collectif avant l'individu, on n'a pas été très champions du côté de l'entraide, par exemple. On a beaucoup compté sur les structures étatiques, etc. etc. Et aujourd'hui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ces gamins qui sont fabriqués de façon individuelle, autonome, l'individu passant en collectif, il n'y a jamais eu autant que depuis ces 10 dernières années de réseaux d'entraide, de réseaux de troc, de type d'entraide au niveau entre les pays développés, les pays pas développés, etc. etc. Donc là-dessus, on ne peut pas les taxer sous prétexte qu'ils sont individualisés d'égoïsme, ils le sont beaucoup moins que nous, en réalité. Ils ont une façon assez mondialisante de concevoir l'entraide.